Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 32 du Brab Show. Nous sommes de retour, merci de nous suivre. On va décortiquer le Supercross de Seattle qui a fait couler, je pense, beaucoup d'encre, surtout avec l'altercation d'Egan-Baumer en fin de finale. Merci à MGT Design d'être avec nous et merci à MGT Design Racewear. Vous pouvez gagner une tenue 200% perso en commentant en bas de cette vidéo qui sera champion 450 Supercross, 250 côte ouest et 250 côte est. Donc allez-y, donnez-nous votre pronostic et si vous avez le bon, vous pourrez peut-être gagner une tenue 200% perso signée MGT Design Racewear. C'est une tenue qui peut aller jusqu'à 250 € que vous pouvez gagner gratuitement. Donc allez-y, participez et régalez-nous avec vos pronostics. Moi personnellement, je pense que Barcia va gagner le championnat 450. Tom Vial en 250 Est, c'est évident. Et je pense que il y a qui à l'ouest? Joe Shimoda, il va le faire. Non, plus sérieusement, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, si vous misez contre Webb, contre Digan, et j'allais dire contre Hampshire, mais Pétard, Vial, bon, ils n'ont pas roulé ce week-end, mais Vial, il pourrait le faire. Hein. C'est bien parti pour. Hein. Vial, il pourrait le faire. Attention, hein, dans un épisode précédent, j'ai dit, je pense que Hampshire est un pronostic moins risqué. Ça ne veut pas dire que je veux voir Hampshire gagner. Hein. Je serais ravi de voir Tom Vial gagner. Après, j'aimerais bien voir Tom Vial gagner des courses aussi. Bon, Clément, t'en as pensé quoi de ce Supercross de Seattle ? Beaucoup d'événements là. beaucoup de choses à dire, je crois. T'aurais aimé rouler sur un terrain comme ça ? Non. Non. Pourtant, tu vois, je commence à être, on va dire, assez familier avec les ornières dans le sens où je préfère un terrain avec des ornières plutôt qu'un terrain tout plat. Mais après, un terrain avec des ornières en plein milieu des enchaînements où quand tu sautes, tu dois atterrir dans un rail, c'est quand même chaud. Déjà, décoller dans un rail, c'est pas toujours évident, mais je commence à être à l'aise avec. Mais ratterrir dans un rail pour redécoller dans un rail, en fait, voilà, tu peux pas en changer. Tu es dans ta ligne et tu peux pas en changer. En plus de ça, dans une piste, je sais pas combien ça fait de large une piste de Supercross. Je sais pas non plus. Philo Poto, dans le papier, il disait 12 pieds, mais du coup, en mètres, ça ferait. Je vais dire 4 mois comme ça. Ouais, ça fait à peu près ça, 4-5 mètres. Ouais, je vois ça comme ça. Donc, avec des pilotes aussi qui cross-jump, voilà, tout. Non, c'est chaud. Ouais, ça doit être même 4 mètres max parce que je pense pas qu'elle soit beaucoup plus large que cette pièce. Et on n'est pas tout à fait sur 4 mètres là, dans la profondeur. Donc ouais, c'est sûr que ça doit pas être évident. Bon, on va repartir avec mes petites sections. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai été surpris. Et j'ai la section. T'en as pensé quoi ? Et on va commencer tout de suite avec les j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la gifle de Digan à la fin de la course. Non. En plus, la gifle molle. Mais moi, j'ai pas aimé Digan tout court en fait. Ouais. C'est là, franchement, tu vois, ça rejoint. Mon avis, il est un peu en dents de scie avec lui parce qu'il a des comportements un peu aux opposés, quoi. Un coup, il va être là, pour rester poli, comment le dire, à féliciter ses autres concurrents, tu vois. Je me souviens d'un moment où il disait Tom Vial l'année dernière, il a été meilleur, j'ai juste à retourner à l'entraînement, etc. Ou très humble, on va dire, en fait. Et d'autres moments où le Digan qu'on connaît un peu plus, qui est très hautain, pas du tout humble, et qui justement, grande gueule, quoi, sur les podiums, avant de rouler, en dehors, enfin partout, quoi. Et le Digan, je sais pas, qui cherche les noises partout. Là, je repense aux événements avec pilote Honda numéro 10, voilà, Amos, avec qui il cherchait les noises là, en outdoor en disant ouais, il fait exprès de ceci, il fait exprès de cela, alors que le mec, il l'avait pas touché une seule fois de tout l'outdoor. Quand il était devant et qu'il prend son virage normal, il peut pas anticiper qu'il y a un Digan qui vient rouler sur son pied, lui péter le pied, comme s'il l'avait fait volontairement. Si je vais me péter le pied pour faire chier Digan. Enfin bon, bref. Et là, je trouve qu'on a retrouvé ce Digan là qui cherche des embrouilles et qui veut qu'on en vienne presque à se battre, quoi, tu vois. Il y a Folsulkas qui avait fait un réel en disant, quand il y a eu la news là, qu'il avait été mis derrière les barreaux, là, en garde à vue, qui disait Digan prend la route de Jason Lawrence. Ouais. Et bah, tu vois, je trouve que c'est vrai que dans le comportement, à certains moments, tu as le mec qui veut être dans les histoires, qui veut être dans les bagarres,
et pas les bagarres que sur la piste, quoi. Qui veut qu'il y ait des embrouilles, que ça s'insulte, que ça se pousse, que ça en vienne aux mains, quoi, limite, en fait. Qui cherche vraiment ça. Donc, ouais, c'est un comportement vraiment étrange, quoi, de se retrouver très remonté à la fin d'une finale comme ça, où il a fini devant, donc il n'a même pas de raison de se dire ah, putain, il a mis mon adresse, et en plus je suis vénère, j'ai fini derrière, quoi. Il finit devant, il remange des points. Il a essayé de lui mettre du coup un bon taquet, et il arrive super énervé, comme si c'était lui qui avait pris un taquet, en fait, comme s'il s'en prenait à Shimoda, je crois. Ouais. Tu vois, vraiment, j'ai pas compris quand c'est lui. Moi, je pensais vraiment que c'était Baumer qui venait râler en mode ouais, qui allait lui dire ouais, t'es pas obligé de me passer comme ça, tu vois, genre tu passes, voilà, tu peux passer clean aussi, t'es pas obligé de venir essayer de me foutre par terre. Je pensais que c'était lui qui était allé le voir, et en fait non, pas du tout, quoi. C'est Jigan qui est venu voir Baumer pour râler, et qui va en mettre. Et en plus, il lui fout une gifle là au casque, genre 5 secondes, 5 vraies secondes après qu'il lui ait pris la mentonnière. Et après sa gifle, il dit ouais, tu me touches pas le casque. Mais genre 5 secondes après, mec, mais là tout de suite, en fait, tu me touches le casque, je t'en mets une, tu me touches pas le casque. Tu me touches le casque, j'écoute ce que t'as à dire. Ah, au fait, tu m'as pris le casque. Attends, je te mets une gifle, tu me touches pas le casque. Et puis ouais, gifle toute molle. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Après, je trouve limite que la gifle, en étant molle comme ça, elle est plus irrespectueuse qu'une vraie gifle. Je sais pas, mais c'est vrai que des fois, Baumer. Mais après, je me dis, non, mais attends, par contre, je sais pas si t'as vu, je crois que Baumer a été sanctionné aussi. Je crois que Oui, les pour deux. avoir attrapé le casque. Il a eu une amende. Blague. Non, moi, tu vois, moi, je suis. Enfin, t'as vu les montants de l'amende? Je crois que c'est 1000 dollars. Pour les deux. Chacun, ouais. Tu vois, non, ça c'est abusé. Parce que c'est l'autre qui vient et tout. Il est en train de lui dire un truc. Vas-y, il lui attrape le casque. Il lui a même pas attrapé le casque comme Lorenz avait attrapé le casque. Comme il avait fait à Jason Anderson. Genre, écoute-moi là ce que j'ai à te dire, tu vois, genre comme ça. C'était même pas comme ça. C'était juste genre en mode attends, viens, genre je te tire un peu le maillot. Écoute-moi, tu vois. Et bref, j'ai vraiment pas compris cette action. Et bizarre le garçon. Ouais. Après, je suis d'accord que la façon dont Baumer il attrape le casque de Digan, c'est pas agressif ou quoi, et c'est plus non mais attends, je t'explique un truc, mais bon là t'es pas censé toucher d'autres pilotes en venant aux mains, et moi je trouve ça normal qu'ils se fassent sanctionner les deux, surtout Digan pour sa gifle. Tu peux pas avoir un comportement violent à la télé comme ça. Il y a des jeunes qui regardent et c'est pas un bon exemple. Tu vois, il y a des gens qui idolâtrent Digan et qui le voient mettre une gifle et qui vont se dire ah c'est cool de mettre une gifle si le mec il a dit des conneries sur toi sur Instagram. Parce que donc ouais, pour ceux qui auraient pas tout suivi ou qui auraient pas forcément eu toute l'histoire, l'altercation à la fin de la course n'a rien à voir avec le dépassement, qui en plus le dépassement est agressif mais au final il est correct quand même, quoi. Bah, tu vois quand même la volonté de le mettre par terre. Quand tu regardes au ralenti, il prend sa direction, il va pas juste le bloquer, il se redresse, tu vois, pour vraiment se mettre en travers de sa route. C'est pas Mike Alessi sur Brock Tickle. Et lui mettre non, et puis il y avait pas beaucoup de vitesse, donc quoi qu'il arrive, ça aurait pas fait un gros crash, quoi, tu vois, même s'il était tombé, tu vois, il l'a rattrapé au dernier moment, mais tu voyais quand même qu'il y avait une volonté d'aller le mettre par terre, quoi. Mais donc comme tu l'as dit, alors que Baumer il était en train de féliciter un autre pilote après la course, Digan vient à sa hauteur et commence à l'embrouiller en lui disant that's what you get, donc qui pourrait se traduire en tu l'as bien mérité ou tu l'as bien cherché, mais pas mon adresse sur les réseaux, c'est ma famille, patati patata, quoi. Parce que donc de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu la story de Baumer, mais dans une story il aurait mis je sais pas une photo d'un document vis-à-vis de l'arrestation de Digan, où j'imagine qu'il devait y avoir le mugshot notamment, et d'autres informations, et en petit il y avait aussi l'adresse de Hayden Digan, quoi. Et donc ouais, Digan s'est froissé pour ça et a commencé à embrouiller, donc déjà à faire, a priori c'est pour cette raison là qu'il a été extra agressif sur la piste, et ensuite qu'il a embrouillé Julien Baumer à la fin, quoi. Ouais, alors que justement, le document, et c'est ce que disait Baumer, c'est que c'est un document public. Oui. C'est que Baumer ne l'a pas reçu en privé et publié publiquement. C'était un document qui était public et qui lui a remis dans sa story. Donc en fait, tout le monde l'avait, du coup, son adresse, quoi. Oui, donc, il disait il suffit de faire une recherche Google et tu verras le document et son adresse. Mais bon. Morale de l'histoire, arrêtez Instagram, les gars. Non, mais surtout que après j'ai écouté 2-3 interviews là de Baumer aussi après la course, et il disait que durant 2 semaines Digan l'avait contacté sur Instagram en lui disant hey légende, tu t'es entraîné dans les ornières, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc le gars il cherche tout le long.
il joue à ce jeu-là et j'ai l'impression qu'il a été piqué à son propre jeu, quoi. Ouais. Parce que c'est le premier à faire un réel, je crois au début c'est parti de là, un réel il me semble au tout début de la saison où tu vois Bomber dedans, enfin bon, il me semble que c'est... il y a moyen. Bon, de toute façon, s'il y a une histoire, c'est sûrement Digan qui l'a commencé. C'est malheureux à dire, mais étant donné le tempérament du personnage, généralement, quand il va y avoir une histoire, si tu sais pas ce qui s'est passé, tu vas tout de suite suspecter que c'est Digan qui a cherché. Déjà, mais il me semble que moi j'avais vu effectivement le premier réel. C'est comme quand tu vois un truc avec Freeze sur la piste. Généralement, tu dis pas ouais, Freeze il s'est fait sortir. Tu dis Freeze il a essayé de sortir un autre. Ouais, et là c'est lui qui avait initié ça et c'est son jeu. Il a essayé de jouer comme ça aussi avec Tom Vial en l'attendant sur la piste et même avec Bomber. Il a fait ça en début de saison aux essais, d'attendre, de gêner un peu, de faire des gestes, des signes, de parler, etc. Sauf que Tom Vial, lui, c'était une pente à glisse le truc. tu me disais un truc, ça glissait tout le long et je réagissais absolument pas. Même pas un regard, même pas rien du tout, quoi. C'est comme si tu t'étais pas là. Il a essayé avec Aimas, pareil. J'ai l'impression qu'Aimas, il a jamais trop répondu à ce qu'il pouvait dire. Et pourtant, il y a même des images, je crois, quand il est en boîte, Digan, là, avec le blast d'Aimas qui ressort. Donc non, voilà, il allait pousser comme ça. Et sauf que là, il est tombé avec quelqu'un qui s'est prêté au jeu et qui répond sur Instagram, qui a fait des réels en retour, qui a commenté. Voilà, ils se sont échangés des commentaires, etc. Des stories. Ça a continué comme ça. Et là, j'ai l'impression que Digan, il a été piqué à son propre jeu. Et, ça fait très. Je me suis fait arrêter. Moi, j'ai le droit de rire, mais toi, t'as pas le droit de rire. Hein. C'est ça, alors qu'en plus, justement, s'il fait cette autodérision, c'est parce qu'il savait très bien que ça allait rigoler, ça allait parler. Ouais. Et donc, il s'est dit, rien de mieux que de moi en rigoler pour montrer que voilà, vous pouvez en rire, les gars. Puis le mec, il imprime des t-shirts, il les vend, mais ça m'attendra pas, quoi. Pour une story, bon, après, il dit que ça atteint sa famille, l'adresse, tout ça. Bon. Ouais, enfin, après, tous ensemble, je veux bien croire, mais... Et puis si c'est public, c'est public. Enfin, je veux dire, si ton adresse, on peut la trouver. Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est pas un document qu'on t'a envoyé dans la sphère privée que toi tu rends public, c'est un document qui est public que tu as republié, que tu as repartagé. Bah, il y a pas de faute. Après, c'est public, mais t'as beaucoup de gens qui verront jamais le document parce qu'ils vont pas le chercher. Et là, d'un seul coup, tu vois, ils ont son adresse et s'ils veulent aller balancer des œufs, tu vois, ça peut juste donner des idées, mais enfin après, chacun sa responsabilité. C'est vrai que après Bomber, il disait que de toute façon, c'était même pas pour l'adresse qu'il avait posté le truc, parce que l'adresse était en tout petit, il fallait zoomer sur la story pour le voir. Mais enfin. Après, pour moi, les deux sont en tort parce qu'à un moment donné, voilà, vous taquinez sur les réseaux, forcément, à un moment donné, il y en a un qui va à peine trop loin ou qui fait un truc qui plaît pas à l'autre et ça s'embrouille, tu vois. Mais c'est comme deux gosses qui jouent à la bagarre. Ils jouent à la bagarre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tape un peu trop fort et c'est plus un jeu. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, tu vois, moi, je prends pas les deux à partie. Je veux dire, là, il est tombé sur quelqu'un qui lui répondait. Et puis, je pense que c'est ce qu'il cherchait. C'est qu'au final, on le dit, l'ignorance est le plus grand des mépris. Je veux dire, quand tu te fais ignorer, même par un Tom Vial et tout, il a pas dû s'amuser. Et puis, en plus, il a perdu le titre. Donc, il a pas dû kiffer agir comme ça face à un Digan face à un Vial qui répond pas, face à un Emas qui répond pas. Là, il avait quelqu'un qui répondait. Donc, ça y est, ça l'a animé. Mais qui répond jusqu'au bout, quoi, qui va pas se laisser faire jusqu'au bout. Donc voilà, il a cherché la petite bête, le petit argument pour encore une fois en faire toute une mascarade. Et donc ouais, non, franchement, Digan, je sais pas ce qu'il a dans le crâne, mais moi je pense que c'est pas ça va lui jouer des tours à un moment donné parce que tu vois derrière c'est pareil, il y a t'es une image de marque aussi, c'est qu'il y a des sponsors derrière, il y a un team, t'es payé cher pour représenter certaines choses et quand tu te comportes comme ça, voilà, ce week-end tu t'es fait huer sur le podium, tu vois, donc ça va lui jouer des tours à un moment donné, et même dans le pilotage à un moment donné tu peux pas être concentré et sur toi, ton pilotage, ce que tu as à faire, progresser, etc. et sur jacter sur les réseaux, être il a répondu, il a liké mon commentaire, il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait, il a publié quoi, etc. Ça fait beaucoup de distractions sans arrêt. C'est à un moment donné, je veux dire, pendant ce temps-là, les mecs en haut, Jet, Sexton, Sexton il a répondu haha sur un commentaire sur un podcast là où Prado disait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait battre Jet Lawrence, c'était lui. Il a juste répondu haha. C'est le seul moment où tu le vois interagir avec quelqu'un sur les réseaux et c'est tout, quoi. Donc Prado qui a fait une interview et qui a dit qu'il sera là à la première épreuve de l'outdoor. Ok. Ça va être bon, ça. Ouais, Sexton, bien, Prado, on devrait récupérer Tomac aussi. Il a toujours pas donné de nouvelles de son rendez-vous médical là qu'il avait vendredi. Ça m'agace, mais bon. Il aille, envoie un texto. Mais Digan, bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Mais ouais, je suis d'accord, ça fait beaucoup de distractions. Ah oui, si.
parce que tu vois Digan tel qu'il est là, mais imagine Digan quand il monte en 450. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis presque sûr que ce sera plus du tout le même gars. Mais moi, j'ai hâte et j'aimerais bien justement qu'il la ramène comme ça, mais qu'il la ramène comme ça avec un Barcia, le mec qui pourrait être 15ème, tu lui mets un tour, il s'en fout, il ira tout droit, il va te foutre par terre. Je pense que Digan est la meilleure chose qui puisse arriver à Jet Lawrence en 450, parce que Jet Lawrence, tu vois, il était frustré là en début d'année parce que bon bah oui, il y a des fans qui sont pas fans de Jet Lawrence, qui aiment pas, il y a beaucoup de gens qui aiment pas voir tout le temps le même mec gagner ou quand ça paraît trop facile quoi. Donc oui, il y a des gens qui veulent voir Jet perdre en fait, c'est même pas forcément qu'ils l'aiment pas, c'est juste qu'ils veulent le voir perdre. Mais je pense qu'un Digan qui fait le bouffon et qui vient s'en prendre à Jet, mais qui en plus, à mon avis, ne le battra même pas, je pense que tout le monde sera content de voir Jet remettre à sa place le petit merdeux, quoi. Ouais, moi ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y en ait un qui. Là, pour l'instant, tu vois, Baumer, il a pas sa vitesse, parce que sinon, je pense qu'il irait lui mettre des taquets, tu vois. Il a essayé. Mais je pense que Jet, il le fera sans même lui mettre de taquets, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois. Digan qui essaye, genre, tu fais quoi? Et puis je continue ma route et t'as perdu, tu vois. Ouais, voilà, mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un Barcia, tu vois, qu'il aille énerver un Barcia, Anderson, tu vois, un mec comme ça, qui aille le taquiner, jacter un peu, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pareil, Anderson, il a pas sa langue dans sa poche, tu vois. Donc, j'aurais bien aimé voir ça, un plus grand, tu vois, et voir ce que ça donne. Mais déjà, c'est sûr que s'il n'est pas aux avant-postes, tu l'entendras pas, il la ramènera pas. Il y a que s'il arrive à faire des pôles, être là sur des qualifs, voilà, être pas loin du podium en 450 qui jactera peut-être. Mais à partir du moment où il verra, en fait, c'est que là, il est arrivé en statut de favori. Aussi bien par l'opinion publique que par lui-même, que voilà, je pense qu'il est arrivé boosté, en confiance au max, etc. Et que c'est pour ça qu'il se permet de faire ça, parce que, enfin, je veux dire, avant ça, bon après, il est tout de suite arrivé quand même en étant bon, et face à Hunter même, il était déjà pas trop loin, etc. Donc il a déjà pu la ramener, mais à mon avis, il parlait déjà un peu en outdoor. Ouais, mais voilà, année, ouais, mais parce que là il roulait un peu devant, et de temps en temps il lui a donné un peu de fil à retordre, et voilà. Mais après, à côté de ça, tu le mets 5ème en 450, il la ramènera auprès de personne, tu vois, tu l'entendras pas jacter pour une interview à la 5ème place. Ouais, le 6ème, je lui ai mis un bloc pass, il a rien pour moi, machin. Ouais, bah t'es 5ème, mec. Donc là, tu l'entendras pas. C'était pas mal d'ailleurs quand la première année de Digan, il avait dit ça doit être hyper stressant pour Hunter, c'est lui qui devrait gagner ses courses. Et là, moi, je suis là, c'est ma première année. Et puis Hunter, juste après, qui avait fini deuxième, il a répondu non, là, aucune pression. Pour moi, la pression, c'est quand ma famille avait besoin que je performe pour manger. Ça doit bien calmer aussi. Il disait là, c'est que du fun. C'est que du bonus. De ouf. Là, c'est pour les vacances. Tu te rappelles de la hit de Shimoda ou pas? Parce que j'ai noté que j'ai pas aimé sa hit, mais je sais plus ce qu'il a fait. Putain, il est bon. Bon, c'est pas grave. Ce que je sais que j'ai pas aimé, et je me souviens pourquoi j'ai noté, c'est les fonds de plaque d'Hunter Yoder et Harrison aussi. 63. Alors là, je suis désolé, voilà, ça y est, c'est le coup de gueule de l'épisode 32. On en a déjà parlé avec les Ducati en MXGP. Il se passe quoi en 2025? Il n'y a plus de règles. Les fonds de plaque, on en a plus rien à faire. Ah si, en Ligue Île-de-France, attention, il faut que ça fasse tant de centimètres en hauteur, 30 cm en largeur, pas trop en italique, pas de brillant, machin. Mais non. Ah ouais, tu fais pas ce que tu veux en Île-de-France, attention. Ouais. Mais à côté de ça, la première, t'as pas de sonomètre. Parce que c'est plus important que ton numéro fasse 20 cm de haut et pas 21 ou 19, que ta moto qui est la laine de roche qui date du siècle dernier. Parce que du coup, c'est pour ça ils peuvent pas mesurer ton son, les décibels. Donc ils sortent le mètre et puis ils regardent la taille des numéros. Non, je les ai pas vu vérifier non plus la taille des numéros, mais ils ont sorti un nouveau règlement, et du coup j'avais checké un petit peu, et ouais, il y a les centimètres de large, de haut. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe, que ce soit en MXGP ou en SX? Parce qu'en SXUS, ils étaient rigoureux jusque-là, mais à Arlington, on avait le team Quadlock Honda qui avait des motos noires avec des fonds de plaques noirs en 450 et des numéros noirs où tu avais juste un liseré blanc qui détourait le numéro pour McElrath et Savacci. Donc, vu qu'ils étaient fringués pareil, qu'ils ont en plus tous les deux un 1 dans leur numéro et qu'ils étaient noir sur noir, c'était quand même difficile à identifier. Et là, on a le team, du coup, c'est le team Pardzilla Kawasaki qui a, pareil, des numéros blancs avec un contour vert sur un fond blanc et un tout petit peu de noir encore plus loin en 250. Mais là, je pensais, Savacci d'ailleurs, il était où lui? Il est blessé? Savacci, je me demande s'il n'y a pas une clavicule avec la chute à Indianapolis. Le gros par l'avant là qu'il a pris? Ouais.
Une clavicule ou des côtes. Okay. Du coup, ouais, c'est vrai que depuis Indianapolis, il n'a pas roulé. On l'a pas vu non plus au Triple Crown la semaine dernière, il me semble pas. Ouais. On a vu McElrath un petit peu ce week-end ou le week-end dernier, je sais plus. Il a fait quelques apparitions. Mais voilà, donc ouais, j'ai pas aimé. Les fonds de plaque d'Hunter Yoder, j'ai pas aimé. À un moment donné. Celui qui a 63 Yoder, non? Ouais. Je veux dire, numéro blanc sur fond de plaque noir en 250, numéro noir sur fond de plaque blanc en 450, s'il vous plaît. Je me souviens surtout de la typo qui était pas jolie. Ouais, on a le designer là en plus, alors attendez, faut pas faire de conneries. Non, mais c'est vrai, en plus, on ne sait pas d'où ça vient. Je suis sûr que la plupart des autres teams, tu sais, ils le font pas parce qu'ils pourraient peut-être avoir des idées pour faire des trucs originaux aussi, tu vois, mais ils le font pas parce qu'ils savent même pas que maintenant c'est toléré, j'imagine. Et t'en as qui se pointent là, qui tentent un truc et vas-y, c'est passé au contrôle technique, on le fait. Après, attention, hein, on est à des milliers de kilomètres, mais de mon canapé, ça ressemble à ça l'histoire. Ouais, non, bah après je me dis, tu vois, pourquoi pas avoir des motos un peu moins standard, tu vois, que les motos usines, et sortir souvent les privés, on les voit faire un peu plus de folie comme ça, justement, avoir l'avant vert, l'arrière blanc, enfin voilà, faire un petit peu de design dessus, ils sont un peu plus libres. Mais ouais, les numéros. Bah disons que, tu vois, je sais qu'il y a, on en a déjà parlé, il y a le transpondeur, ils ont à mon avis, même plus, ils ont d'autres systèmes de backup au cas où le transpondeur il déconne et il n'y a plus personne qui est là à regarder les numéros et à noter qui passe à quel moment. Mais pour nous qui suivons à la télé, tu vois, quand Yoder il part 3, mais de côté ou de face, en fait, à la distance où tu as un plan un peu large, j'arrive pas à voir son numéro, et du coup je me dis, bah attends, c'est qui là avec la moto ou les fonds de plaque, c'est pas du tout ça, quoi, c'est illisible. Et j'imagine que dans les gradins, ça doit être à peu près pareil. Du coup, à moins d'être dans les premiers rangs, tu vois Hunter Yoder passer et je sais pas qui c'est, je sais pas quel numéro il a. Non, je trouve ça très nul. On en parlait aussi pour les nouveaux aussi. Justement, il y a aussi ce code couleur, justement, plaque noire pour les 250. Il y a déjà un large panel de codes couleurs maintenant avec les plaques violettes en plus, numéro jaune. C'est pas toujours évident de se repérer. Donc c'est sûr que si tu vas foutre des plaques blanches au milieu des plaques noires et parce que l'autre il a la plaque violette et lui rouge parce qu'il est pour le championnat. Ils sont tout le temps en plus les promoteurs et les équipes télé et tout à dire pour que les nouveaux spectateurs ils puissent comprendre et tout. C'est pour ça que en anglais les commentateurs ils disent la Honda rouge et la Kawasaki verte. Mais à côté de ça, comme tu dis, tu as plein de plaques noires. Déjà, tu as une plaque rouge, donc celui qui ne connaît pas, tu vas lui expliquer que c'est parce qu'il mène le championnat. Mais maintenant, tu as l'autre qui a des numéros blancs avec un contour vert sur un fond blanc, dans la catégorie 250. Alors toi, tu es là et lui, pourquoi est-ce qu'il a une plaque différente? Ah ben non, lui, c'est un mec, on ne sait pas s'il ira en finale. Cette année, il roule pas trop mal, donc il devrait aller en finale. Mais c'est juste qu'il a décidé d'avoir une plaque de cette couleur cette semaine. Et puis il y a un mec en plus, d'ailleurs, ça me fait penser là, The Red Honda. Je crois que c'était un mec sur une Honda blanche. Ou inversement, la Honda était rouge et il a dit The White Honda, un truc comme ça. Ah ouais? Et du coup, il avait publié sur Instagram en disant ah bah je crois que ma moto a changé de couleur ou un truc comme ça. Puis il s'était trompé dans les couleurs. Ouais. Enfin, voilà. On est d'accord que Shimoda avec Digan, c'était en finale, ça. Ouais. Ok, bon bah, je vais le mettre dans j'ai pas aimé parce que même si c'était pas Saït. Qu'est-ce qu'il nous fait en fait, Shimoda? Ah si, moi j'ai aimé. Quand il voit Digan, d'un seul coup, il est 4 fois plus agressif qu'avec n'importe qui d'autre, mais tout ça pour encore à chaque fois se faire dessus et se laisser doubler à la fin. Alors là, c'était plus une erreur que se laisser doubler. Ouais, là c'était moins que la dernière fois, vraiment, il lui a mis un taquet et après il avait trop chaud du payback à mon avis. Et il a pris son inter à 2 à l'heure. Je perds mes moyens. L'autre, il a juste longé l'extérieur, tout tranquillement, il l'a dépassé. Là, il s'est battu quand même jusqu'au bout. Et même derrière, il a attaqué pour le coller et garder de la vitesse. Et non, moi, franchement, j'apprécie parce que ça m'embête en fait qu'il n'ait pas la vitesse. Là, actuellement, tu vois, pour justement lui mettre ça et en fait le concurrencer jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, on sait quand Digan remonte, il était peut-être 10 secondes derrière, il remonte sur lui, il lui met 2-3 taquets et qu'au final, il finit 10 secondes devant. Bah, tu te dis, ça servait à quoi là, ce que tu as fait, tu vois. Mais dans un sens, il y a de 1, je pense qu'il croit toujours au championnat quand même. Petite partie de lui qui y croit encore à Shimoda. Et que je pense que l'adversaire principal, c'est quand même Digan. Donc tu penses que Shimoda il a ce comportement vis-à-vis de Digan parce que Digan a la plaque rouge, c'est pas personnel, tu penses pas qu'il y a une histoire? Je pense qu'il y a les deux, tu vois. Il y a le fait que c'est lui qui soit premier au championnat.
Maintenant, ça aurait été un Jet qui était promu au championnat et qui le passe comme ça. Alors, évidemment, là, même team, mais voilà, enfin, un mec avec qui il n'a pas spécialement. Vial, disons Vial, s'ils étaient sur la même Ouais, chose. voilà, Vial, par exemple. Je pense pas qu'il lui mettrait des taquets comme ça à Vial. Je pense que il a la plaque rouge et tu vois, parce qu'il le mettait même dans son speech là, sur Insta. Il disait justement qu'il s'accrochait pour grappiller, défendre chacune de ses positions et prendre le moindre point qu'il y a à prendre, tu vois. Donc je pense qu'il défend sa place comme ça, et parce que c'est Digan aussi qui met des taquets et que ça lui ferait du bien d'en prendre. Donc moi je suis juste un peu déçu qu'il n'ait pas encore la vitesse, parce que j'aimerais le voir se battre comme ça, tu vois, en ayant la même vitesse ou même un petit peu en dessous, mais que voilà, si un peu comme un Barcia qui arrive à contenir des mecs qui sont plus rapides que lui derrière lui, parce qu'il va bloquer, parce qu'il va mettre un coup d'épaule, et que bah voilà, les gens sont un peu et du coup moi j'ai bien aimé. J'aime bien j'avais besoin que Shimoda il s'énerve. J'avais dit, j'en avais parlé. C'est vrai. J'avais besoin que Shimoda s'énerve. Shimoda s'énerve, ça me fait plaisir. C'est juste dommage parce que je pense qu'il a quand même raté pas mal de semaines d'entraînement avec les doigts cassés quand même. Donc là, il a un train de retard qui, à mon avis, ne récupérera pas avant la fin de saison. Avant la fin de saison, la fin de championnat Supercross. Ouais, Supercross. Donc c'est dommage, mais j'apprécie la combativité. Et le fait que il se laisse pas faire et qu'on puisse pas dire Shimoda c'est le tout gentil, il se fait doubler facilement quoi. Mais ce que je suis étonné, c'est que là, je trouve que c'est pas fait intelligemment quand il se bat contre Digan, les taquets qu'il met et tout. C'est à chaque fois un peu désespéré, c'est en retard, ça permet pas vraiment de faire un dépassement qui reste. Et enfin, t'as vraiment l'impression que c'est la première fois que Shimoda il essaye d'être un peu agressif, quoi, et qu'il découvre du coup en fait si je vais toucher un pilote, ça fait comme ça. Je peux peut-être ici. Ah non, là comme ça c'est pas trop idéal. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois, comme quand c'était la fois précédente qui s'arrête carrément dans l'intérieur parce qu'il s'est dit tiens je vais le bloquer un peu. Tu vois qu'il a pas joué souvent au chat à la souris, quoi. Ouais. Donc ça se ressent, mais après je trouve que là les taquets qu'il a mis à chaque fois il est resté devant, quoi. Lui il avait pas un frère à l'entraînement pour lui dire non je suis fatigué, mais si allez viens on fait une dernière session, on se fait juste des blocs pass. Qui fait tomber le cousin. Oui, c'est vrai, je t'ai fait engueuler. Eh ben écoute, c'est tout ce que j'ai noté dans les j'ai pas aimé. On va enchaîner d'abord avec j'ai été surpris, parce que j'ai été surpris par les conditions de la piste. On s'attendait à une course dans la boue quand même. Et pétard, les bâches, elles sont bien étanches, hein, parce qu'il a plu sur la piste. Ils avaient bâché tout ça. Ils ont retiré les bâches. On n'a pas eu de pluie à nouveau et le terrain était comme on pouvait l'espérer à Seattle, quoi. C'était mou, mais de toute façon, je pense que ça aurait été mou de toute façon. C'est assez étrange parce que il y a quelques années, ils avaient changé la terre. Et c'était une terre beaucoup plus dure que les années d'avant. Mais là, depuis l'année dernière, c'est à nouveau le Seattle comme on a connu avant, où c'est vraiment truffé d'ornières et tout. Mais avant, c'était un peu sablonneux, non ? Il y a eu une période où c'était un peu sablonneux. Je me souviens, c'est pas Mike Alessi au Vilopoto justement non, je crois que Mike Alessi il perd l'avant avant d'entrer dans des whoops avec une seule ornière au milieu. C'était un peu sablonneux, mais ça faisait quand même beaucoup d'ornières aussi. Ouais. Bah oui, c'est vrai que la terre est peut-être plus collante maintenant quand même. Ouais, parce que là, ça te fait une bonne terre molle, mais vraiment molle avec justement des rails, mais il n'y a pas du tout de sablonneux, quoi. Mais en tout cas, j'ai été surpris des conditions de la piste qui nous ont permis d'avoir quand même une très belle course. Et je pense qu'on s'est beaucoup plus amusé que si on avait eu des mecs dans la gadoue qui enroulent les sauts et qui font peut-être un double ici ou là. C'est sûr. Même si en fin d'année, une petite course dans la gadoue, parfois ça rajoute de la pression pour la bataille au titre. Mais on va avoir d'autres opportunités parce qu'on a encore 6 courses. 6 courses dans des stades ouverts. Donc on va avoir des opportunités. Et puis en plus, 6 courses dans le nord-est du pays. Donc on va avoir des opportunités pour plus de pluie. Et j'ai aimé la hit de Justin Cooper. Qui la gagne d'ailleurs, non ? Ouais. Il est vraiment sur une phase ascendante, Justin Cooper. Je pense qu'il faut que je réordonne mes idées dans ma tête et que j'accepte et que je réalise que Justin Cooper, il progresse et qu'il devient vraiment bon en fait. Parce que il est monté et il était un pilote solide quand il est monté en 450. C'était un pilote solide et il faisait un peu ce qu'on pouvait attendre de lui, surtout en ayant raté toute une année de Supercross à cause de sa blessure. Moi, j'ai toujours été un peu surpris de lui en 450. Tu vois, je m'attendais vraiment à qu'après une année de stop, c'était le début de la fin, quoi, pour lui, et qu'en 450 il ferait rien et que rapidement ce serait team privé. Mais moi, tu vois, je pense que même s'il avait gagné, même s'il s'était pas fait mal à la cheville, et qui faisait qui défendait son titre 250 et qui gagnait ce championnat,
je pense que je l'aurais vu faire en fait ce qu'il a fait là, tu vois. Je l'aurais pas vu faire mieux en 450. Oui, moi non plus. Mais c'est pour ça que là, je suis étonné c'est vrai de que du voir coup, t'es étonné de voir ce que tu Mm. pensais qu'il ferait sans se blesser. Ouais, c'est ça, c'est qu'en Et, ratant complètement. Mais même l'année suivante, du coup, il a pas raté 2 fois le Supercross? Non, il a raté qu'une fois. Il a fait Mais non, mais une ou deux courses en 450 l'année où il aurait dû faire en 250, mais il était plus. c'est ça, c'est qu'il y a eu une année où Oui, il s'est pardon, blessé. t'as raison. Il y a une année où il Donc s'est il l'a blessé. pas fait. Et Il a l'année fait que la suivante, il a outdoor raté le 250. Supercross. Il s'est préparé pour l'outdoor 450. Il a peut-être fait Daytona ou je sais pas quoi en 450. Du coup, il a commencé les 450 en Out-Nord. Ouais. Ok. Ouais, c'était flou dans ma tête. Parce que je me souviens que cette année-là, il a fait genre 2 courses de Supercross en Ouais, 450, il me semble, et puis c'est tout. Mais moi, je m'attendais vraiment pas à le voir justement à ce niveau-là. Blessure, Nichols, moi je le voyais faire plus comme Nichols, tu vois. Être voilà, un mec qui a gagné mais qui a jamais dominé en 250, Oui, qui non. là en plus rate. Pardon, je te coupe, mais parce que donc il y a l'année où il se blesse, et là, il fait le motocross en 250, et l'année d'après, du coup, il est plus éligible, et je crois qu'il refait le motocross en 250, mais il fait quelques courses de Supercross 450. Ah ouais, ça se peut, ouais. Il me semble que c'est ça. L'histoire. Parce que cette fois, il n'était pas blessé. Donc, en Supercross, il était capable de rouler, mais il n'avait plus le droit. Du coup, il a juste fait quelques courses en 450. Et après, il me semble que le championnat de 250, donc il a de manqué motocross, quand il même l'a fait en quasiment, 250. il a encore. manqué quasiment Mais je me 2 trompe championnats de Supercross en 250, quoi. Ouais. Et un, voilà, où tu te dis, bah, normalement, tu pourrais rouler. Et ça faisait un peu comme Savacci aussi, quoi, qui retourne en 250 avec Triumph. Et qui au final ne peut pas faire le Supercross, donc il est sur le côté. Et tu vois bien qu'après, ça revient en outdoor. Alors, c'est vrai que un du peu coup, quand même, ouais, ce qu'il a fait, même depuis l'année dernière en Supercross 450, Justin Cooper, c'est impressionnant. Mais cependant, tu vois, bah, dans ma tête, c'était un mec qui va accrocher des top 5 et qui va, avec des circonstances très favorables, être sur le podium. Et maintenant, c'est vraiment un mec qui appartient au top 5 et qui peut monter sur le podium. Alors après, il nous manque des pilotes. On verra ce que ça donne l'année prochaine, une fois qu'on récupère à nouveau tout le monde, même si on aura peut-être un mec qui part à la retraite, mais on devrait quand même récupérer les deux Lorenz, pour sûr, à moins qu'il se refasse mal. Mais on va avoir les deux Lorenz en plus. Prado, donc est-ce que Prado, il était loin de Justin Cooper, mais peut-être qu'il va y avoir du progrès et qu'il va être, je sais pas, à peu près... Enfin, si tout va bien, moi je dirais que Prado, l'année prochaine, devrait faire à peu près l'année que Justin Cooper fait cette année, en fait. Si tout va bien. Ouais, gagner une hit sur le sec en prenant un extérieur sur Cooper Webb. Ouais, je sais pas. Non, je le vois pas là quand même. Ouais. Non, en tout cas, moi, oui, je suis surpris de Justin Cooper et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, tu vois, dans ma tête, Justin Cooper, c'est pas un mec qui double Cooper Webb dans l'extérieur. Non. Je pense qu'il est temps. Il nous a montré suffisamment de choses pour que dans ma tête, je fasse l'ajustement et quand je vois Justin Cooper, je me dis que c'est possible. Ouais, ça voilà, peut arriver. mais il va moi... pas le faire toutes les semaines, mais peut-être que quand je vois Justin Cooper derrière Cooper Webb, il faut que je me dise qui est le meilleur entre les deux, surtout sur 8 minutes. Bah, je suis plus si sûr. Tu vois, c'est pas évident que c'est Cooper Webb. Non, et puis ce que je voulais dire justement, c'est que pour moi, je le voyais un peu comme celui qui récupère un peu il reste un peu de budget chez Yamaha, bah, on peut te proposer le guidon, quoi, si ça t'intéresse, mais tu vois, pas vraiment, pas trop payé, parce que on a quand même Webb et Tomac qui nous ruinent. Donc toi, il reste un petit peu de budget pour faire rouler une moto, si ça t'intéresse, bah vas-y, feu. Surtout qu'au tout départ aussi, il y avait Ferrandis quand il est monté en 450. Là, il y a Craig aussi. Ils ont trouvé, trouvé un coupon pour Craig. Voilà, mais je crois qu'ils ont inversé. C'est plus Craig maintenant qui récupère la moto avec le budget qui reste. Mais avant ça, je pense que Ferrandis était quand même devant Cooper, tu vois, dans la hiérarchie. Il paraît que Craig il roule avec la 2024. Ah ouais? Non, je déconne. Je sais pas. Ouais, bon, si tu veux, Christian, il nous reste des motos de l'année dernière. De toute façon, on l'a pas changé. Donc... Ah ouais, non, je pensais plus parce qu'il était pas à l'aise que tu faisais le parallèle par rapport à ça. Parce que c'est DV, là, je crois qu'il disait qu'il roulait. Ou Musquin qui disait que Renault roulait avec la 2020, je sais plus combien là. Avec le cadre de la 2022, a priori. Voilà. C'est beau, Yamaha. Faut faire des montages là pour avoir une moto qui fonctionne un peu. Bon, après, il n'y a que Renault qui le fait, a priori. Hein. Je sais pas si Vlanderen il fait la même chose et tout, mais Tomac il est pas sur le cadre de la 2022 en Supercross, hein, Webb non plus. Ah, mais Tomac, il faudrait qu'il change les repose-pieds de la 2025. un peu trop saillants. Ils sont trop durs. Faudrait surtout qu'il arrête de mettre son pied par terre sur la pelle de saut. Hein. Ouais, aussi. C'est surtout lui l'erreur. Enfin bon, ouais, Justin Cooper, bravo.
il gagne une finale avant la fin de l'année ou faut pas en demander trop? Et franchement, ça se peut, hein, comme un Malcolm Stewart, tu vois, un peu sur terrain où vraiment super à l'aise. Des Whoops qui se sautent encore une fois. Ou peut-être, sur la fin de l'année, si le titre n'est pas joué, j'allais dire, ou qu'il est joué, mais tu vois, s'il est joué, je vois quand même, si jamais c'était un Webb pour qui c'était déjà joué, je vois quand même un Sexton aller gagner la dernière, tu vois. Et inversement, peut-être un Webb aller gagner la dernière si Sexton a déjà le titre. Donc ouais, mais tu peux avoir un Sexton 1 et un Justin Cooper 2 avec un Webb qui a déjà gagné le titre et qui du coup a relâché la pression et n'arrive pas à rouler dans les deux premiers, et un Sexton qui cale et un Justin Cooper qui prend la tête. C'est un scénario qu'on pourrait avoir à Salt Lake City. Mais il ne dribble pas les Whoops. Donc, ça, c'est vrai. Et Salt Lake City, la terre reste dure. Mais Salt Lake City, il pourrait y avoir de la neige. C'est arrivé une année. Un gros point négatif. Il faut qu'il apprenne à dribbler les Whoops, quoi, hein, pour vraiment être un pilote de Supercross complet. Et ben, on va en parler. On va aller dans les GME. Parce que dans les GME, il y a la 5e place de Dylan. Et Dylan, il nous les a dribblés en début de course, ces Whoops. Ben, tout le long, je crois. Alors, j'ai entendu dire qu'à la mi-course à peu près, il avait switché. Ah ouais, parce qu'il disait justement dans son interview que sur le Big, il disait bah ouais, je comprends pas pourquoi ils sautaient tous, parce que pour moi, enfin c'était pas du tout même les Whoops les plus durs à dribbler qu'on a eu cette saison, donc pour moi c'était pas si dur de les dribbler, donc ouais, je les ai dribblés tout le long et ça m'a pas posé de problème. Moi, je me suis régalé dedans, il a dit. C'est quoi, j'aime bien ce Dylan qui prend des bons départs quand même, parce que bon, même s'il en manque, je pense, un peu à tous les niveaux, bah, ça lui permet de voir le rythme semaine après semaine. Et tu sais, peut-être que bah, la semaine prochaine, il va tenir un demi-tour de plus dans ce wagon-là, tu vois, ou les voir s'échapper un tout petit peu moins, et que ça lui donne un petit boost psychologique la semaine à l'entraînement. Et de toute façon, je pense que ça peut être que positif de voir le rythme qu'il y a devant pour progresser. Alors, est-ce que ça va être progressé jusqu'au point d'être un prétendant pour gagner des courses à nouveau un jour? Je ne sais pas. Mais de toute façon, pour faire mieux. Et quand j'ai vu la piste au début, en hit, je me suis dit, mais en vrai, en pensant à ce que tu disais de Dylan sur les épisodes précédents, je me suis dit, mais c'est probablement une piste pour Dylan. Parce que dans les virages, bah, tout le monde s'arrête presque pour bien s'aligner et prendre les enchaînements comme il faut. Dans les sauts, il y a tellement d'ornières que ça scrub pas trop. Donc là, en fait, les faiblesses de Dylan, bah, elles sont un petit peu gommées parce que tout le monde est un peu obligé de rouler de la même manière que ce qu'il fait. Donc je me disais qu'il y avait moyen que ce soit une course pour qu'il aille chercher un bon résultat. Et alors en plus, il driblait les Whoops en finale, ce qui était top. Enfin, quand il a doublé Justin Cooper dans le premier tour, j'étais comme un fou. Hein. Après, malheureusement, il a pas tenu tout. il a tenu un tour devant Justin Cooper, il s'est refait prendre, mais c'est malheureux. Et j'espérais qu'il aille nous chercher le Ken Roczen. Ouais. C'est pareil, ça s'est pas fait, mais déjà un top 5, je crois que c'est son meilleur résultat de l'année. Ouais. Après, voilà, j'ai regardé un peu les commentaires sur le Big, justement, avec un mec qui dit ouais, vous êtes content d'un Dylan qui fait top 5, mais on enlève les deux frères Lorenz, on enlève Thomas. Il n'avait pas cité Anderson, mais il y a Anderson aussi qui régulièrement finissait aussi plus ou moins devant. Donc au final, ça le ramène un peu toujours à la même place qu'il a été. Écoute, Philibert sur le Big USA, je te dis oui, mais en attendant, la semaine dernière, et il y a 3 semaines, il manquait autant de pilotes et il était 8e. Il y a un mec qui lui a répondu exactement la même chose. C'est mieux. Donc c'est vrai. Je rejoins tous les partis. Je me mouille pas. Non, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir quand même un petit top 5. Il a le meilleur temps d'ailleurs dans les Whoops de la finale en 450. C'est lui qui a le meilleur partiel. Il est où, Malcolm? Donc ouais, c'était appréciable. Après, moi, je trouve de mon canapé et de mon expérience d'analyste de haut niveau, il est trop accroché au guidon. Je le vois. Et donc, j'ai l'impression qu'il arrive à s'accrocher justement à un tour, mais en étant accroché au guidon et qu'après, il se crame et que, tu vois, c'est pas assez propre, en gros, techniquement. Comme un Lorenz, tu vois, ou même un Sexton, dans ces conditions-là, tu le vois debout, à l'aise. Tu vois un Ferrandis, en plus, c'est son pilotage quand même assez sur l'arrière, que ce soit quand il est assis, que même quand il est debout. Et je le vois vachement accroché au guidon. Et dans ces conditions-là, tu vois, faut être précis et en finesse sur ton pilotage. Et là, je le vois pas spécialement comme ça. Donc, effectivement, les Whoops, c'était top. Il y avait une bonne vitesse dedans. Et puis, il était pas en catastrophe dedans. Tu vois, je l'ai pas vu une fois se faire une grosse chaleur dedans. Donc c'était top. Mais sur le reste de la piste, et en particulier les virages, ouais, c'est même là, alors qu'il y a des ornières et que ça va moins vite, tu le vois un peu en retrait
Et du coup, ça me donne cette impression un peu d'accrocher au guidon, tu vois. Et ce qui manque même comparé à un Cooper, parce que du coup, là, il se retrouve souvent quand même avec Cooper, même des fois à des places un peu plus en arrière. Et tu vois un Cooper qui, quand tu regardes les deux, tu as l'impression que Dylan force. Et Cooper, non, il force pas, tu vois. Et à la fin, du coup, à forcer, tu t'épuises plus vite, tu faiblis plus vite. Et c'est comme ça que Cooper prend l'avantage. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, une 5e place, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai que rouler un peu en arrière comme ça a toujours été son style. Alors, est-ce qu'il est vraiment accroché au guidon? Je me demande un petit peu d'où ça vient. C'est vrai que moi, tu sais, je t'ai toujours dit que, surtout en Supercross, j'ai l'impression que Dylan, il est tout le temps à la limite. En 250, ça me faisait beaucoup cet effet-là, même quand il gagnait. Je voyais, mais genre à chaque fois que. D'une, parce que je voulais le voir gagner aussi, donc je stressais un peu sur mon canapé. Mais genre, je pense que quand je regardais Dylan rouler, j'avais vraiment le rythme cardiaque qui montait. Et je pense que ça doit peut-être venir de sa position où il est en arrière. Mais parce que je sais que moi, sur la moto, quand je me mets en arrière, c'est quand je suis pas confiant, que j'ai un peu peur. Et donc, je veux rester un peu le plus loin du guidon possible. Et je me demande si peut-être que c'est un défaut qu'il a pris de, je sais pas, quand il était beaucoup plus jeune et que peut-être qu'il roulait en arrière parce qu'il avait un petit peu peur ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que d'habitude, quand tu vois, que ce soit Lorenz, Sexton, mais même Thomas qui a pas du tout le même style, il est pas tellement sur l'arrière de la moto. Roxane, elle roule un peu plus sur l'arrière, surtout depuis ses blessures, je trouve, surtout depuis qu'il s'est fait les bras. Ou très recroquevillé quoi, sur lui-même, il est très condensé comme ça. James était vachement sur l'avant de la moto, Chad aussi à cette époque-là, au-dessus du guidon quoi, beaucoup. Et c'est vrai que Dylan il est plus derrière son guidon qu'au-dessus. Ouais, mais tu vois en 250 tu le voyais quand même avec cette posture-là, tu le voyais s'asseoir sur le milieu, voire à l'arrière de la selle parfois là, pour exagérer un peu, mais tu le voyais quand même attaquer. Aller de l'avant et mettre soupape quoi dans le virage effectivement, et tu te dis en fait tu te dis comment il fait pour virer quand tu expérimentes les deux, de t'asseoir sur l'avant et sur l'arrière dans un virage avec ornière en plus. Tu te dis comment il arrive à virer si vite en étant sur l'arrière. Mais là je le vois plus, justement je le vois pas virer vite en étant sur l'arrière, et effectivement ça donne plus cette impression de je fais attention, je suis pas serein quoi, je suis pas à l'aise, tu vois. Moi il me donne l'impression de ne pas être à l'aise, alors qu'en 250 je le voyais quand même agressif et attaqué, même s'il était justement très sur l'arrière, mais mobile, tu vois, beaucoup bouger aussi de droite à gauche comme ça. Donc là, je pense qu'il est moins mobile, et moins mobile plus être sur l'arrière à s'arrêter un peu dans les virages. Peut-être que ouais, c'est ça, c'est un tout qui fait que j'ai l'impression de l'extérieur. Après, je sais pas ce que lui en pense réellement. Et si ça se trouve, il est très à l'aise justement. Enfin, il a déjà parlé qu'il était plus à l'aise sur la Honda, etc. Peut-être qu'au final, il est à l'aise comme ça et que c'est vraiment son pilotage. Et qu'après, on sait qu'aussi, c'est deux pilotages différents entre le 250 et le 450. Mais ouais, de l'extérieur, moi, je le sens un peu fébrile, sur la limite. Quand il roule, et surtout aux avant-postes aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de stress, un peu de précipitation, je me retrouve devant, etc. Plutôt que de s'appliquer fluide et surtout avec un terrain avec ornière comme ça, justement, ouais, être très précis, plus que bourrin. Ouais. J'ai aimé les nouvelles protections de piste qui sont un peu en pointe. Je sais pas si tu as remarqué, elles étaient aussi, je les ai vues la première fois à Indianapolis, je crois. Ou c'est la semaine dernière que j'ai remarqué ça. Mais là, elles étaient l'enchaînement le long des tribunes, sur le on-off de la fin de l'enchaînement. Et donc, sur la table, les protections de piste, c'était pas des cubes allongés, je sais pas exactement, des parallélépipèdes rectangles. C'était pas ça, c'était je sais pas comment ça s'appelle cette forme géométrique, mais tu sais, donc une base rectangulaire, et sur les côtés, ça fait un triangle, ce qui fait que ça fait comme un toit de maison, en fait. Et donc, je pense que ce sont des nouvelles protections de piste pour éviter d'accrocher les repose-pieds. Il y en avait aussi du coup un petit peu au début de la courbe dans l'intérieur. Et donc j'ai bien aimé cette initiative de la part des organisateurs d'essayer d'apporter de nouvelles protections de piste qui vont peut-être moins accrocher les repose-pieds. Parce qu'on a vu d'ailleurs flippant pour Chase Sexton à un moment donné où dans l'enchaînement, c'est marrant parce que tu vois les protections de piste sur le bord, et d'un seul coup il y en a une qui passe du mauvais côté, mais lui il est jamais sorti de la piste. Ou c'était Roxane peut-être. C'était peut-être quand Roxane était en tête, pardon. Il y a à un moment donné, du coup, dans l'enchaînement, une protection de piste qui était déplacée presque au milieu de la piste, quoi. Ok, j'ai pas fait attention. Sur une réception de saut en plus. Tout s'est bien passé, il l'a pas touché, mais du coup, ouais, j'ai bien aimé ces nouvelles protections de piste. Du coup, t'as pas remarqué? Non. Ok. Elles sont plus petites, elles sont noires, et il y a qu'un sponsor qui est en jaune ou doré dessus, donc je sais pas trop, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait écrit dessus. Mais ouais, j'aime bien cette initiative.
J'ai bien aimé le passage de Baumer dans les whoops en hit. Tu te rappelles pas? Je crois que c'est premier ou deuxième tour. Je sais même plus contre qui il roule, mais alors il nous fait un passage dans les whoops, il double presque 2 mecs. Ah ouais. Et c'est pas souvent que tu vois une KT faire ça dans les whoops, même avec Sexton. Donc ouais, franchement, j'ai kiffé. J'ai aimé évidemment la première victoire de Cole Davis. Ouais, et t'as aimé beau. aussi le signe qu'il a fait en victoire de hit? Parce qu'il a gagné 5 hits aussi. Ouais, il a fait quoi Ouais. comme signe? Mais non. Ah ouais, j'aime bien. Ça me fait rire, ça. T'aimes pas, toi? Ben, en fait, moi, j'aime le sens aux choses, tu vois. Sur un tatouage, j'aime quand il y a du sens derrière, tu vois. Donc, tu fais un geste, un Cooper Webb qui fait un comme ça sur le soda IV. J'apprécie. D'ailleurs, Justin Cooper qui lui fait. En qualif, il termine, il se retourne et il lui fait Il fait ça ou il lui fait un pouce? Je crois qu'il lui fait un shot, un paf, comme ça. Ah ouais. Je crois qu'il lui a. Et donc après, en rigolant, enfin, tu vois, je pense que lui, c'est en rigolant parce que ils doivent en parler la semaine de ouais, quand, hop, je te fais un petit pistolet. Là. Mais parce qu'il en a parlé aussi dans son interview en disant on s'entraîne toute la semaine ensemble, donc ça ressemblait un peu justement à la semaine, donc c'était cool, etc. Enfin voilà, il en disait pas de mal du tout, il n'y avait pas de tension entre les deux. Pas d'animosité. Voilà, mais non, ben Cooper qui le fait, Davis en hit comme ça. Et Webb en finale qui à nouveau comme sur Roxanne là, sa première victoire il le fait sur Sexton et il l'a fait aussi à Sexton il y a l'année dernière je crois ou il y a 2 ans la première fois que Cooper Webb bat Sexton il lui fait aussi à Sexton il me semble que c'est sur un triple crown aussi. Ça me parle donc ouais beaucoup de célébrations écoute, là c'était dans ma catégorie. T'en as pensé quoi de ce Cooper Webb qui moi j'écris qui taunt mais pour les vieux de la vieille qui ont joué à Mid sur sa TV Unleashed, le taunt. Ouais, non mais T'en as pensé quoi? Ouais, j'aime bien. Moi. T'aimes bien? J'aime bien. Ça me fait chier pour Sexton, j'aime pas trop du point de vue de Sexton parce que moi je suis plus pour Sexton, mais non, ouais, je serais à sa place, je sais pas, je ferais la même. Là, il est dans son truc, mais enfin, j'imagine qu'on va y venir la finale 4-50. Je sais pas quand c'est prévu, mais. Ouais, c'est juste après. Mais donc, première victoire de Cole Davis, donc j'ai bien aimé. Ouais, au final, on l'a pas énormément vu à l'écran. Après, il driblait les whoops toute la finale, lui aussi. Et il a le meilleur chrono aussi dans cette section-là. Mais alors, attends, par contre, devine. T'as pris ta casquette d'analyste très au sérieux cette semaine. Il a regardé les segments et tout. Devine qui a le meilleur chrono en 450 sur la section après les whoops, justement. Juste après les whoops, je crois que la section commence juste avant le double, il me semble. Ok. Peut-être juste après. Et bon, ça va à ce niveau-là. Et ça va jusqu'au. Le petit virage à gauche. All shot, du coup, c'était le all shot aussi, là, non? Ouais. Là-bas, ouais, jusqu'à la petite bosse, quoi, là, qu'ils enroulaient ou qu'ils prenaient en double. Ok. En 450 ? Ouais. Sur la finale. Ouais. Je vais t'aider un peu parce que tu vas jamais y arriver. C'est un pilote Kawa. Mais non. Si. Me dis pas que c'est un pilote qui a un numéro blanc avec un liseré vert. Hein. Peut-être, du coup. Mais attends, parce qu'en plus, Anderson n'était pas là pour des raisons familiales. Un pilote Kawa en 450. Non, mais dis-moi, je sais même pas qui était en Kawa en 450 dans la finale. Mais oui, je crois que à part Harrison, mais du coup, tu peux même pas savoir. Je crois que s'il était en finale ou pas. Enfin, c'est pas une évidence. C'était Frédéric Noren. Ok. Qui est passé par le repêchage, il me semble. Sûrement. Pour se qualifier. Et ben c'est lui qui a. Mais attends, en plus il s'est qualifié en repêchage parce qu'il y a eu l'accrochage dans le repêchage, donc il s'est qualifié alors qu'il devait même pas être qualifié ou peut-être qu'il était 4e à ce moment-là. Parce qu'il y a les deux qui s'accrochent devant. Mais enfin bref, c'est lui qui avait le meilleur. Il y a de la vitesse, Freddy. Et ben sur les triples et les quarts de tour visiblement, ouais, parce que c'est lui qui avait sur ces segments-là. Et après c'était Webb et Sexton sur l'enchaînement Sexton. Et Webb, je crois que c'est la ligne. Je sais plus s'il y avait la ligne droite ou pas, Webb. Bon, enfin voilà. Ok. J'ai bien aimé la pression qui monte quand même dans le championnat 250 Ouest. Tout le monde se rentre dedans, ça s'embrouille à la fin de la course. Et alors, autant j'aime pas les petites baffes et tout ça, les comment dire, comment tu dirais display en français. J'aime pas faire ça. Les exhibitions de violence, on va dire, les gens qui exhibent de la violence, je ne tolère pas, je n'aime pas du tout.
Mais alors, par contre, que ça se chamaille, que ça s'énerve et que ça ressouille sur la piste, ça me plaît là. Et je sens, moi j'adore sentir la pression qui monte chez les athlètes à l'approche de la fin du championnat. C'est aussi pour ça beaucoup que j'aime beaucoup les playoffs en basket, ou même une fois que les phases de poule sont finies, que c'est la Coupe du Monde au foot ou quoi, et que si tu perds, t'es éliminé parce que tu sens que là, les mecs, ils jouent leur vie. Et là, c'est pareil en championnat de 150 Ouest, et ça me plaît. Ouais, bah moi j'ai pas spécialement ressenti ça parce qu'en vrai Tu ressens pas la pression? Non, bah là il a une avance Digan, donc il y a pas trop de pression. C'est lui, oui, au final il nous ramène du piment dans la sauce là, avec à être piqué par rapport à cette story ou je sais pas trop quoi. Mais tu vois, à part ça, au final, enfin il a pris 2 taquets par Shimoda, mais je crois que tu vois, il en a même pas parlé quoi. Alors que tu vois, c'est là que tu comprends pas. Le mec, il a fait un transfert là. Il a vu, il a vu un sushi à la place de Baumer là. C'est pas possible. Non, mais c'est comme ça qu'il le surnomme. Sushi. Oui. Attention. Mais d'ailleurs, il le fait plus de jet. Hein. Ah ouais. Je pense qu'il s'est dit, je suis trop connu, je vais me faire cancel si je continue. Je sais pas, c'était entre eux. Ça se trouve, il l'appelle kangourou. Hein. Peut-être. Surtout qu'en plus, il aime bien sauter dans les trous. Ça se trouve qu'ils vont, une fois qu'ils seront à nouveau dans la même catégorie, ils vont se rappeler comme ça sur le podium. Enfin bon, ouais, non, je n'ai pas spécialement senti du coup de. Enfin, tu vois, au final, Digan qui tombe au départ. Et je me suis dit, ah là, ça va peut-être un peu redonner des points, redistribuer un peu. Et puis au final, il refinit devant son rival principal. Donc, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de tension. Je te dis, lui, non, il est chelou. Clairement, il est chelou. Là, il pète un plomb et tout. Et je sais pas pourquoi, juste parce qu'il a besoin de ça, en fait, d'avoir sans arrêt des conflits, quoi. Ouais, peut-être. Bon, bah, évidemment, j'ai aimé la finale 450. Ça, voilà. C'est le moment, on peut en parler. Ouais, bah, moi, je l'ai aimé jusqu'à ce que je l'ai plus aimé, quoi. Ah oui, bah, c'est vrai que du coup, c'est dommage quand même parce que l'écart au championnat s'agrandit. Un petit peu, ouais. Là, la pression monte pour Sexton surtout. Ouais, non, moi, ce qui me saoule là, c'est que encore une fois, c'est mental, purement, mais pire que ses erreurs. Non, alors là, moi, cette défaite-là, je la mets pas du tout dans la même catégorie que les précédentes. Je pense que voilà, c'était serré, il a fait une petite erreur et du coup, il a été battu et ça arrive. Et au contraire, il a pas craqué. Il a fait un peu tout ce qu'il fallait. Après, bon, son amortisseur, on en avait parlé justement sur le Pulp MXO, il chauffe en fin de manche. Donc peut-être qu'il est arrivé la moto, je sais pas, il a ressenti que ça marchait plus aussi bien et il n'arrivait plus à faire ce qu'il voulait faire. Mais moi j'ai trouvé que, et puis alors, enfin, il était à un tour de reprendre Webb et enfin, voilà, c'est vraiment le timing qui a fait que Webb a réussi à passer juste au bon moment et ensuite à sécuriser sa place jusqu'au drapeau à damier, mais vraiment il manquait pas grand chose pour Sexton, quoi. Dans des conditions qui en plus semblent quand même plus favoriser Webb. Non, moi je suis pas d'accord parce que il s'est chié dessus, Sexton, à partir du moment où il a vu l'avant de Webb dans cet intérieur, cette épingle à gauche après le triple. Il a pris l'ornière juste derrière lui. Alors sur ce tour-là, si je dis pas de bêtises, dans la chronologie, sur ce tour-là, Webb monte son avant. Il dans l'ornière vraiment juste la plus serrée proche de la botte de paille. Là, il saute un peu à côté Sexton, mais il reste devant, il n'y a pas de souci. Le tour d'après, il va serrer cet intérieur et il change de l'intérieur, il veut sortir de la trajectoire et c'est là qu'il fait enrouler. Il re-enroule encore, je crois, du coup. Et là, il fait que des 2 et c'est là qu'il fait son triple et que là, c'est pareil. Alors du coup, il recoupe la trajectoire. Bon, j'imagine que l'angle avec lequel il arrivait, il pouvait pas faire le on-off, mais de toute façon, l'erreur, elle est avant ça. Quand tu vas changer là, jette ton coup d'œil peut-être, tu vois, pour savoir sur le triple à quel niveau se situe Webb, savoir si tu es obligé d'aller serrer cet intérieur-là. Mais surtout que même quand il allait serrer cet intérieur-là, tu voyais que, mais là, c'est obligé, il n'était pas en train de se concentrer sur son intérieur comme s'il déroulait son pilotage juste en changeant de trajectoire. Il était en train de penser à lui en disant faut que j'aille là parce qu'il ne faut pas qu'il vienne et tout. Et il était dedans et comme un débutant, ça allait pas vite. Il est sorti de cette ornière-là et il a pas pu enrouler, faire 2. Il a fait enrouler, 2 et que des 2 derrière. Mais juste, et le tour d'avant, Webb lui a montré sa roue avant dans cet intérieur-là. Il a changé sa trajectoire et il était incapable de la prendre, cette trajectoire. Et c'était pas une trajectoire difficile, celle-là, à prendre, tu vois. C'était difficile quand, justement, au 250, je crois qu'il le faisait encore avec l'ornière à ras. Ils arrivaient à faire double quand même
à sortir du truc. Il y avait des petits Ok. trous, il me semble, et ils arrivaient à faire double jusqu'à ce que ça se détériore. Je sais plus si en début de finale 450, ils le faisaient ou pas. Mais bref, ça, c'était dur quand même. C'était technique. À partir du moment où tu serrais la première et que t'enroulais, ça va, t'enroules tranquille. Et après, voilà, tu te mets en ligne pour faire tes 2, 3, et je sais plus combien il y avait derrière. Mais non, et là, tu voyais que déjà, il avait perdu sa concentration là-dessus. Et voilà, et après, tu es obligé de penser à ce que l'opinion publique pense, web, dans les derniers tours. Et en fait, tout ce qu'on entend tout autour, dans tous les podcasts, partout, quand tu entends parler de web, les derniers tours, il mange qui il veut, mentalement, il est imbattable. Quand tu arrives dans les derniers tours, Moi, je considère pas qu'il mange qui il veut. Avec bah, pas Roxane, qui oui, veut, voilà. mais, Mais ça s'est installé avec tu vois, Roxane. Donc, avec Roxane, avec un Tomac ou un Jet, tu te dis pas ça. Et encore, Jet, il l'a fait une fois à Arlington l'année dernière, mais enfin, il était même pas suffisamment prêt pour lui mettre la pression et Jet s'est foiré. Mais tu vois, là, avec un Tomac, tu il dis a pas ça. tellement fait avec Roxane que ça c'est. Tu vois, enfin là, ce que t'écoutais quand on est arrivé, il disait ça aussi. Il disait que Webb, dans les derniers tours, voilà, là c'était Macadou qui disait qu'il mangeait qui il veut dans les derniers tours. Il disait juste, voilà, j'ai mon plan, passe-moi en début de manche, Roxane, on se retrouve dans les 4 derniers tours, tu vois. Et là, on va parler et on va voir. Et Sexton, il est pas autant qu'un Roxane, mais tu vois, ça parlait déjà de l'année dernière, ça s'est passé comme ça. Il était devant, des petites erreurs et tout. Au final, il passe devant. Une fois qu'il est passé devant dans les derniers tours, c'est mort. Il a fermé l'intérieur exactement de la même manière l'année dernière, sauf que c'était un virage à droite, mais avec truffé d'ornière et tout. Là, il a raté. Je pense que. Enfin, je vois ce qu'il a voulu faire, Sexton, mais. Une fois qu'il voit que en fait Webb il est à l'intérieur et il serre, il aurait dû bombarder à l'extérieur. Ouais, mais ça aurait été trop court aussi. Moi, je l'ai regardé plein de fois, voir comment il aurait pu faire différemment. Et c'est vrai que là-dessus, Webb, il a freiné vachement tôt et il l'a pris tellement serré. Donc déjà, c'est impossible à recouper. Et t'as vu comment il va s'écarter dans l'extérieur. Donc tu peux pas le longer complètement. Il aurait fallu aller taper l'extérieur et le recouper un peu. Et d'ici là, je pense qu'arriver sur l'arrivée... Si tu arrives vraiment vite dans l'extérieur, peut-être que tu peux en fait toi passer à droite avant que Webb ait élargi jusque là, tu vois. Oh, je pense pas, parce que là il serait carrément sorti peut-être de la position. Après, il aurait fallu le tenter au pire collision et qui se relèvera le plus vite pour voir voilà. Mais bon, après c'est sûr que voilà, quand tu arrives ici, que tu es à court de temps et tout, c'est difficile. Après, tu sais de ce qu'il aurait penser à surtout dû faire, sinon Sexton la même chose, mais tu mets un gros rupteur à Webb. Ouais, tu vois, même essaye de l'avoir à son propre jeu, fais-lui peur et tout. Mais non, là c'était. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais non. Et dans le dernier tour, ce qui aurait pu le sauver, c'est de faire son trip sur table. Et il n'a pas réussi à le faire dans le dernier tour. Ça, après, je pense là, ça aurait été vraiment collé. Et ça aurait été vraiment collé. Et je pense que ça aurait pu être intéressant dans le dernier virage, les 2 derniers virages. Mais non, là, franchement, moi, je le mets encore plus dans le mental que quand il fait une erreur tout seul devant, tu vois. Que là pour moi il avait vraiment Webb dans la tête, que quand il est tout seul devant il a peut-être la victoire dans la tête, tu vois. Enfin, ça reste une erreur mentale, mais c'est pas forcément qui y a derrière moi. Enfin, tu vois, la dernière fois c'était là tu penses qu'il s'est fait battu mentalement par Webb, il s'est fait battre. Il s'est fait battu il s'est fait batam. Et le pire c'est que ce sera pas coupé au montage parce que j'ai la flemme. Il s'est fait battre mentalement par Webb. Ouais, il a montré son avant et il a commencé à penser à lui. Il a montré son avant, il s'est dit bah faut que je ferme cette porte. Il est parti fermer cette porte, mais quand tu fermes cette porte, prends-la en roulant. Je prends cette trace-là pour aller vite aussi. En fait, c'est une trajectoire de course que je prends vite. Là, il l'a prise pour pas que Webb la prenne. Mais sauf que derrière, je pense qu'il s'est retrouvé à court de mince. Qu'est-ce que je fais déjà derrière? J'enroule 2. Je pense que c'était peut-être un petit peu ça. Du coup, attends, j'ai enroulé, mais du coup après on fait quoi? On fait 2 ou je sais plus là. J'étais pas concentré là-dessus. Mais après, je pense c'est pas pour que Webb la prenne pas. Il a fermé la porte pour pas se faire doubler, quoi. Oui, la base ça revient pour pas que Webb prenne la position, pour pas que Webb se mette là, parce qu'il a vu le tour précédent que l'avant de Webb, il fait oh là, ah oui, il est juste là le garçon. Et je crois qu'en plus, même quand il a montré sa roue, il s'est quand même raté, Sexton. Il est parti un peu de travers, mais Webb aussi, il a pas pu sortir le 3 au milieu. Donc au final, ça avait laissé l'écart comme ça. Mais l'autre fois, le deuxième tour, juste derrière, il sort de l'ornière. Webb se rate aussi d'ailleurs quand il double Sexton. Ouais, il est parti chercher plus loin, je crois, lui, dans le virage, non? C'est pas ça, l'erreur qu'il fait? Je sais plus, mais c'est dans le virage qui se foire et après il arrive quand même à enchaîner. Ouais, je crois qu'il saute un peu long, il va un peu loin, et sauf qu'au final, c'est là que tu le vois sortir, hop, enrouler, mais non, vas-y, sors un 2 au moins. Et après, 2, et là c'était mort. Et pourtant, quand il a recoupé, c'est pareil, il était dans la position intérieure, mais je pense que voilà, il est arrivé avec de l'angle, les ornières, Webb juste à côté, il a pas réussi à faire le on-off, donc là, il était parti devant.
Et ouais, c'est vraiment relou, mais là, pour moi, elle est vraiment mentale et Webb. Et je te dis, ce qui renforce tout ça en plus, c'est que Webb, on le caractérise comme ça. Il est super fort dans les derniers tours. Tout le monde en parle. Et le fait que tout le monde en parle, ben, ça le conforte là-dedans. Et c'est comme si nous, à en parler, on agrandissait cet écart, tu vois. On renforçait Webb dans cette situation-là et qu'on rendait plus fébrile encore les autres, tu vois. C'est comme si nous, après, on y allait et ça s'est produit une fois, ok. Mais là, ah ouais, tout le monde en parle, il est réputé, tu vois. Et donc, en fait, ça va même, les gens qui n'y pensaient pas forcément vont dire Webb dans les derniers tours, il est fort, même si eux n'en étaient pas persuadés. Il y a tellement tout le monde qui le dit et puis bah, on l'a vu quand même une ou deux fois, voilà, gagner, que maintenant, on le renforce. Quand même plus qu'une ou deux fois. C'est aussi vrai quand même. Quelqu'un qui l'aurait vu qu'une ou deux fois, il se dirait pas ah Webb, il est fort dans les derniers tours, mais tout le monde le dit. Ah bah c'est vrai, en plus je l'ai vu une ou deux fois, donc je vais le dire aussi, je suis de cet avis-là. Ce qui est ouf en fait, c'est que tu disais dans le Papier Show, McAdoo l'a dit, et du coup tu sais que le jour où McAdoo il monte en 450, si Webb est toujours là, le jour où McAdoo se retrouve devant Webb à 5 minutes de la fin, bah tu sais que c'est dans sa tête à McAdoo. Genre McAdoo sait que Webb est fort dans les derniers tours en fait, donc c'est là que effectivement tu dis, même s'il y a même pas d'historique entre les deux, McAdoo va partir du principe que ça va être difficile parce que c'est Webb dans les derniers tours et que Webb dans les derniers tours il est super fort. Et puis tu sais que les gens quand ils en parlent justement, les anciens pilotes et tout, ils en rajoutent un peu parfois aussi. Tu vois, comme là, il disait, il prend n'importe qui dans les derniers tours, on se retrouve dans les 4 derniers tours. Ils en rajoutent un peu, les commentateurs. Enfin, David le dit à chaque fois, tout est incroyable, tout est magique, tout est. C'est les Américains, tout est waouh, etc. Et c'est vrai qu'ils en rajoutent, tu vois. Mais sauf qu'à en rajouter, au final, moi, je trouve qu'on le met encore plus dans cette position-là, tu vois. C'est comme de dire Beast Mode pour Tomac, tu vois. C'est que qu'il l'a sorti une première fois, tu vois, et c'est vrai que... Et en fait, c'est le fait que tout le monde en parle, que maintenant, dès qu'on va voir Tomac prendre un externe, oh, Beast Mode, tu vois, on se met dans ce truc-là, alors que, ouais, tout le monde n'aurait pas réagi à ça, ne l'aurait pas qualifié en tant que tel, on le verrait pas de la même manière. On dirait pas on a assisté au Beast Mode et on le mettrait pas sur un piédestal. Et moi, je trouve que c'est les supporters qui l'ont lancé ce truc-là. Ouais, j'imagine. Mais et je trouve que Webb, c'est pareil, c'est le mettre c'est le renforcer, le mettre encore plus, l'ancrer encore plus. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre là ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est le sentiment que j'en ai et que. Oui, le fait d'en parler, ça lui donne de la force. Ouais, c'est ça le statut et ça renforce le fait. C'est le fait d'en parler qui le rend vrai presque. Ouais. On en parlerait moins, et peut-être on le verrait moins apparaître parce que les pilotes ne l'auraient pas en tête et lui-même ne se renforcerait pas en disant là, c'est mon quart d'heure, c'est mes 5 minutes. c'est mon quart de manche. Ouais, c'est ça. Dernier truc que j'ai aimé, c'est la combativité de Roczen parce qu'on sait qu'il roule avec une blessure à l'épaule quand même. Il a tenté, j'imagine qu'il pouvait pas dribbler les hoops parce que c'est vrai qu'ils en parlaient dans leur review avec Jason Thomas et Steve Matthes. Jason Thomas disait que si seulement il avait la force dans l'épaule pour dribbler et s'il avait dribblé les hoops même juste la première moitié de la finale, il aurait peut-être pu se donner un écart suffisant pour pouvoir ensuite maintenir sur la fin de manche. Et là, c'est vrai que moi, je suis content quand même de l'avoir vu se battre parce que ça pourrait être facile de dire de toute façon, je suis blessé, donc je fais de mon mieux, mais je prends pas de risques. Et de toute façon, Roczen, c'est pas un mec qui prend des risques de manière générale, mais voilà, tu sens qu'il a quand même donné tout ce qu'il avait. Une fois qu'il s'est fait doubler et par Sexton et par Webb, il a dégringolé parce que je pense que ça l'a un peu rattrapé. Il a peut-être vraiment serré les dents pendant toute la partie où il était devant. Mais ouais, j'ai aimé. Ouais, moi ce que j'ai aimé surtout, c'est comment il a défendu ses traces. Je me suis dit, purée, il a compris quelque chose. Alors, juste après le double tu sais, les whoops, là, quand il passe justement Webb, il est dans son intérieur. Et il glisse un peu de l'arrière, au final, ce qui fait qu'il reste dans l'intérieur. Webb n'a pas pu le recouper. Je me suis dit, bon, là, c'est peut-être pas vraiment fait exprès d'avoir viré court pour l'empêcher de recouper, tu vois. Mais dans le quart de tour d'après, 2 fois, il défend bien. Voilà, il sert là. Et là, d'un moment donné, je me suis dit, il fait un Vince Freeze, là. Lui-même, il en parlait des fois. Il disait, Freeze, c'est relou, il part devant, il bouchonne, tu vois. Il me semble qu'il est dans une interview de fin de manche. Ce qui est vraiment relou avec Vince Freeze, c'est que quand c'est comme ça, du coup, tu dois te le taper 2 fois dans la course. Parce qu'il bouchonne et après, il prend un tour en plus. Mais je me souviens qu'une fois, il en avait parlé, je crois, dans une interview de fin de course en disant il y a des mecs qui prennent des bons départs et qui bouchonnent, donc c'est compliqué. Et là, je me suis dit, tiens, là, t'es dans cette position, mais ça fait plaisir parce qu'à la fois, c'est comme ça que, quand même, Barcia
probablement a fait certaines fois des bonnes positions alors qu'il était moins rapide que les mecs derrière lui. Mais à défendre ta place comme ça, des fois, ouais, tu restes en fait. Quand tu arrives, tu as un mec qui est quand même plus rapide derrière toi, mais à défendre comme ça ta place, tu arrives à la maintenir et à faire un podium parce que là, tu étais 4, donc tu en aurais tenu une de plus. Puis même chose que pour Dylan en fait, et c'est ce que disent souvent les commentateurs, les analystes, c'est ce que disait Jeff Emig à l'époque quand il était aux commentaires, c'est qu'à force de te mettre dans cette position, de prendre un bon départ, même si tu n'as pas trop la vitesse, à force de prendre un bon départ et de rouler avec les meilleurs, au bout d'un moment, tu finis par croire et accepter, en fait, comprendre que c'est ta place, que tu as ta place en fait là parmi les meilleurs devant, et petit à petit tu progresses et jusqu'à ce que ce soit vraiment tu tiennes toute la course, quoi. Donc là en plus Roczen c'est un peu différent parce qu'il sait qu'il a sa place, surtout quand il se sent bien, et il sait qu'il peut avoir sa place tout devant. Mais même là, le fait de se mettre dans cette position avec son épaule, ça peut être que bien. Ouais, mais du coup, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est effectivement comment il a défendu ses positions. C'est qu'il a réussi à virer court à chaque fois et à empêcher plusieurs fois Webb de venir dans les petits inters, de recouper, etc. Et ouais, il a vraiment défendu les places. Même à un moment donné, je crois que c'était chaud sur le dernier jump-on, jump-off, justement, à la courbe à droite. Et il n'a pas lâché, il est allé fermer comme ça. Ça a obligé Webb à l'enrouler à la fin. Donc ça, franchement, c'était top. Je me suis dit, il a peut-être compris quelque chose parce qu'en plus, effectivement, tu prends pas de risque à virer court comme ça quand tu as un Webb derrière. Et quand tu mets un bloc pass, en fait, c'est le truc que les mecs, ils auraient dû analyser, ils auraient dû voir. Tu mets ton bloc pass, tu ressors pas à l'extérieur. Le gars a aucune chance de te recouper, en fait. Enfin, tu vois, je parle d'un bloc pass pas où tu vas l'appuyer, parce que quand tu vas l'appuyer, même si tu ressors large derrière, l'autre, il a été obligé de freiner. Même s'il recoupe, il repart après toi. Mais je parle de quand tu viens de positionner dans l'intérieur et que le mec, il est au même niveau que toi et il rentre bien à l'extérieur. Toi, t'es obligé, la trajectoire veut que voilà, tu vois, ça fasse un peu comme ça. Du coup, l'autre il ressort à l'intérieur, toi tu ressors à l'extérieur. Quand tu fais un web, tu rentres à l'intérieur, tu ressors à l'intérieur, au final l'autre il recoupe et je peux pas, il y a la place, elle est prise. Et donc là, ça impliquerait que je longe à une vitesse folle pour effectivement ressortir au même niveau, ne serait-ce qu'au même niveau. Donc moi je me dis, mais pourquoi les mecs ils ont pas vu ça sur web en fait? Et parce que voilà, des mecs dans le canapé et un peu plus haut placés que nous, ils peuvent leur dire quoi, quand tu entraîne-toi, tu rentres dans l'intérieur, ressors serré, ne longe pas le truc et on peut pas te reprendre, c'est impossible. Et après, ça marche pas dans toutes les configurations de piste non plus, parce que parfois tu as besoin d'aller chercher l'extérieur pour sortir un triple en sortie de virage ou des trucs comme ça. Disons que sur une piste comme Seattle, là où c'est truffé d'ornières et où de toute façon tu vas pas faire de gros sauts en sortant du virage, ça s'applique mieux. Mais j'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu penses que Roczen, il a le même niveau défensif s'il n'est pas blessé là, à Seattle? Ou est-ce que tu penses que le fait d'être diminué physiquement, ça l'a obligé à réfléchir un peu plus et à rouler de manière un peu plus, j'ai pas envie de dire fourbe, mais un peu plus maligne, quoi? Je sais pas, parce que c'est pas trop son style non plus, tu vois, de rouler justement défensif. Et je me dis diminuer. Est-ce que là, il aurait adapté sa stratégie? Moi, je me dis, tu vois, un Roczen tel que je le vois de l'extérieur, comment il se situe mentalement, et voilà, je me dis, j'essaye de sortir un bon départ et je donne tout ce que j'ai. Si je peux être devant, je tiens le temps que je peux devant, et si je tiens jusqu'au bout, tant mieux. Si je tiens pas jusqu'au bout, voilà, très positif, et etc. Tu vois, et donc il est très dans, si je suis plus rapide, je dois finir devant, et si tu es plus rapide, tu dois finir devant. Mais je dois te dépasser avec la vitesse, tu vois. C'est que tu le vois rarement justement aller bloquer, aller se foutre dans un intérieur, se mettre en travers du gars. Il va toujours chercher à aller plus vite et à déposer l'autre par la vitesse. Et du coup, je le vois aussi dans cette position-là en étant premier. C'est que si l'autre m'a doublé, c'est qu'il a été plus rapide. Si tu es plus rapide, tu dois finir devant moi, tu vois. C'est la hiérarchie, le plus rapide finit devant. En réalité, non, pas forcément. Et donc, je pense pas qu'il mais là, du coup, on est en train de dire qu'il n'avait pas trop cette mentalité-là sur cette finale. Non, mais c'est pour ça que je me dis, il n'a pas changé sa stratégie en se disant, bon, j'ai mal à l'épaule, je vais rouler défensif, tu vois. Je pense que, j'espère du coup qu'il a vraiment compris certaines choses, tu vois, et que même avec une épaule à 100%, maintenant, il va revirer parfois court. Il va justement empêcher Webb quand il est juste derrière lui, plutôt que de se concentrer à lui, faire les bonnes traces. Et encore après. Mais je me dis peut-être qu'il a ajouté une corde à son arc parce qu'il avait mal à l'épaule, mais qu'il va garder sur son arc même quand son épaule sera réparée, quoi. Peut-être.
Bah, je sais pas, parce que si c'est à cause de la blessure à l'épaule, une fois que l'épaule est réparée, il va repartir dans son. Je dois être Mais non, parce que rapide, tu plus sais, rapide. du coup, il se retrouve dans des circonstances où il fait ça et il se dit ah mais c'est pas mal ça en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça toute ma vie, tu vois? Et du coup, il le garde aussi après. Et puis, non, mais puis Cooper, là, qui s'énerve un peu à la fin, qui lui met un petit taquet, genre c'est bon, tu m'as fait chier là. T'as bien fait Avec ton Cooper freeze. Webb. Cooper Webb. Tu m'as bien saoulé là, tiens, prends ton petit taquet et cette fois, laisse-moi tranquille. J'ai une course à les gagner. Bon, on a déjà vu du coup dans mon T'en as pensé quoi j'avais Cooper Webb, Keaton, Sexton. T'as déjà dit ce que t'en as pensé. T'en as pensé quoi des blocs d'Aiden Digan au départ? Des blocs. Il a un peu les mêmes que Renault, super haut pour avoir les pieds limites sur les repose-pieds. Et je sais qu'il les avait en hit, je sais pas s'il les a remis en finale. En hit, il me semble qu'il prend un départ normal. Il fait pas le all shot, il me semble pas. T'en penses quoi, toi, de ces blocs super hauts? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Non, moi je pense que moi j'aime bien. Mais j'ai jamais roulé avec, tu vois. J'aurais bien aimé tester, mais les cales de départ ça coûte un bras. Enfin, faudrait les fabriquer quoi. C'est fabriquer soi-même. Ou... Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi parce que ton poids, du coup, est sur la selle. T'es sur tes pointes de pied, sur tes cales pour rester droit, mais t'es pas si stable que ça en fait. Quand tu as les pieds au sol, tu es assis sur ta selle, tu as les pieds au sol, tu es droit, tu es reposé sur tes pieds. Et quand tu pars, paf, enfin moi, c'est ce que je fais quand je fais un départ. Tu vois, je suis debout sur ma moto. Généralement, nous, on part pas sur des grilles. Donc la moto, en plus, elle est un peu basse parce qu'elle est dans l'ornière. Et quand ça part, ben, paf, je lève mes pieds et là, je lâche tout mon poids sur la selle. J'en ai déjà une partie, mais là, paf, je lâche tout mon poids sur la selle et je pars. Et j'ai jamais trop de problème je suis un peu sur la gauche, je suis un peu sur la droite. Mais si je restais avec mes pieds sur les repose-pieds et juste mes pointes sur les cales, tu vois, je suis pas aussi stable, aussi ancré sur ma position dans le sol. Et moi, je trouve que tu es un petit peu en équilibre comme ça et qu'une fois sur deux, tu vas partir un peu en travers, quoi. Au final, d'ailleurs, il n'est pas parti si droit que ça. Et en finale, Digan, il part et il enferme complètement Shimoda. Je suis pas sûr que ce soit fait exprès, genre oh il y a Shimoda, je suis sorti devant, je vais l'enfermer. Je pense que c'est un peu je dévie à gauche. Bon, de toute façon, tant pis, il y a personne, je suis parti devant, quoi. Ouais, bah moi, normalement sur le départ, tu es censé justement appuyer sur tes repose-pieds. Et tu vois, moi, un des problèmes que j'avais au départ, c'est qu'avant, je partais avec les deux pieds au sol. Ouais. Et que j'avais tendance à faire Roxen. D'ailleurs, Roxen, du coup, je sais pas comment il fait. Il garde ses pieds le long de la moto, presque tout le long de la ligne de départ. Et il les remet quand il s'agit de freiner. Mais moi, ça m'handicapait vachement, justement, à prendre la traction et aussi à pas au final me faire déséquilibrer, tu vois, sur la moto, que ce soit un peu en arrière, un peu sur les côtés, etc. Et maintenant, je pars à un pied. Mais tes pieds, tu les mettais au sol, mais tu les mettais où? Alors au tout départ, pied écarté. Quand je revois les anciennes vidéos des départs, les pieds comme ça, mon pote, la moto. Donc là, tu m'étonnes que tu te déséquilibres. Incroyable. Vraiment. Parce que moi, tu vois, j'ai toujours eu au final les repose-pieds calés derrière mes jambes. Non, mais parce que ça, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça aussi. Genre, faut pas mettre les pieds devant les repose-pieds parce que sinon tu risques de taper avec la ligne de départ et ça va te coincer le pied avec la grille de départ et mais ça c'était un Jojo de la ligue qui t'a dit ça. Bah ouais, mais écoute, quand sur Instagram en plus j'ai vu quand t'es Jojo 2 sur le terrain, bah t'écoutes Jojo, hein. Moi personne m'a jamais donné le conseil de mettre mes pieds devant les repose-pieds, mais tu sais le truc c'était que je suis sur la ligne de départ, tac, et j'ai eu des fois où, enfin, j'ai changé une fois un embrayage sur une moto. J'ai déjà eu des motos qui avaient 200 heures, j'avais pas fait d'embrayage, la moto c'était une 4e main. Donc bon, autant de dire que quand j'étais plein régime au départ, embrayage serré, la moto, elle voulait déjà un peu partir, tu vois. Donc c'est venu déjà de la première fois j'ai mes pieds au sol devant les repose-pieds et je la retiens un peu comme ça, la moto. Et du coup, ouais, je les ai toujours eu là, mes pieds, et j'ai jamais eu trop de problèmes de déséquilibrage. Bon, après, je suis pas bon sur une moto. Je prends des bons départs, mais en groupe C, donc tout est relatif. Mais ouais. Et au final, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est au final de partir sur un pied. Et ça me permettait de partir sur un pied, de ramener l'autre très vite. C'est que par contre, je laissais pas traîner juste une jambe comme ça en ligne droite. Et je ramenais très vite le deuxième. Et de ramener le deuxième, bah, tout de suite, justement, je mettais tout le poids sur les repose-pieds. Et il faut que tu appuies sur tes repose-pieds si tu veux que tes roues transférer, tu vois, la force dans les roues et qu'elles prennent dans le sol. Ouais, bah moi, tu vois, après, du coup, quand je prends un départ, avant de mettre le poids sur les repose-pieds, de toute façon, dès que je pars, il est sur la selle. Et donc, bon, il est sur la moto. Après, oui, il y a quand même l'amortisseur entre les deux, quoi. Mais de toute façon, avec les repose-pieds aussi. Donc,
Ouais, mais tu vois, tu mets plus de poids, je pense, quand même, sur ta moto quand tu es debout sur tes repose-pieds que quand tu es assis sur la selle. Bah non, à la limite, au moment où je me lève, le fait de forcer avec mes jambes, ça rajoute Non, de mais la même, force. parce que même quand tu fais ta sinon, tu précharge, vois, assis ou tu te debout. mets debout sur la moto. Ouais, Et je pense que on prendrait une mesure. Tous les pilotes, moi, tous les pilotes US, là, je les vois se mettre debout. Moi, tu sais, je fais 80 kilos assis ou debout. Mais oui, mais la répartition des forces, c'est pas la même en fonction de si tu t'assois, si le point sur lequel tu appuies se trouve au niveau des fesses pour la précharge, c'est pas trop pareil parce que selon où tu vas t'asseoir, en plus sur la selle, tu peux déplacer le poids effectivement. Ouais, mais et puis c'est pareil le poids en fonction de là où tu le mets, parce que quand le poids tu le mets sur les repose-pieds, et ben t'as aussi tout le poids. Je sais pas trop comment c'est plus centré. Si tu mets tout ton moi, poids sur les repose-pieds, c'est centré. Je suis à peu près sûr, là, faudrait faire des tests avec une balance. Je suis à peu près sûr que le poids n'est pas le même en fonction de si la force qui s'exerce sur tes roues, en fait, parce que le but, c'est que les roues soient ancrées dans le sol et que tu mettes de la force sur les roues. Je suis sûr que debout sur les repose-pieds, tu as plus de force qu'en étant assis. Je te dis, écoute, j'en sais rien. On va faire le test, mais enfin bon. Et du coup, moi, le fait justement d'avoir les cales, pendant un moment, j'y pensais parce que j'avais ce problème de traîner. J'arrivais pas à me mettre dans la tête déjà quand je partais avec 2 pieds au sol. J'arrivais pas à penser, mais après, c'est pareil. Il y a un grand sage un jour qui a dit qu'il fallait faire plus de 500 fois 500 répétitions pour ancrer un mouvement. J'ai jamais fait 500 départs d'affilée, ni même, je sais même pas si j'ai déjà fait 500 départs de toute ma carrière. Ouais, c'est sûr. Ça fait beaucoup 500 départs quand même. Du dimanche matin. Donc là, tu vois, j'ai commencé le championnat, j'ai pas fait un seul départ de 2025. Et j'ai fait la première sans kettle shot. Donc voilà où j'en suis avec les départs. Mais donc bref, tout ça pour dire que oui, avec 2 pieds au sol, j'avais du mal à remettre les pieds rapidement sur les repose-pieds. Ce qui était un peu un problème. Tu vois, c'est pareil quand tu es dans un virage, il faut que tu appuies sur ton repose-pied. Avec un virage un peu à plat, on te demande d'appuyer sur ton repose-pied extérieur en particulier et pas juste de laisser le poids de ta selle, tes fesses posées sur la selle, tu vois. Après là c'est aussi différent parce que la moto est à un angle, mais oui, c'est pas la même chose. Bon bref, l'idée c'est un peu ça, et du coup d'avoir les pieds directement sur un repose-pied, ça te permet que dès que la moto elle part, en fait, bam, tu te mets t'as les pieds dessus. Et moi après par contre effectivement il y a la question du déséquilibre au départ, et il suffit que tu bouges un tout petit peu. Moi, j'ai l'impression, je m'imagine sur ces blocs avec du coup mes pieds sur les repose-pieds et juste les pointes sur les blocs. Et en fait, je m'imagine un peu, tu vois, la moto en équipe, un peu comme si tu es à l'arrêt et que tu mets tes pieds sur les repose-pieds, tu vois, et que tu essayes de tenir le maximum de temps possible. Alors, pas tout à fait pareil parce que là, tu as quand même les cales et que du coup, tu tombes pas. Tu n'as pas besoin de sortir ton pied. Mais j'imagine ça quand même un petit peu où t'es quand même un peu en équilibre sur la moto et t'es pas dans une position stable où tu peux rester là 10 minutes si on attend 10 minutes que le départ il se lance, tu vois, sans bouger d'un poil. Donc ouais, c'est comme ça que moi quand je m'imagine sur des cales aussi hautes, je m'imagine pas très stable dans cette position et je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution du coup pour prendre un bon départ à chaque fois. Mais ouais. Toi t'aimes bien. Après j'aime bien, j'ai jamais expérimenté bien essayer, en tant que pilote. Ouais, j'y ai pensé pendant un moment. Après je me suis dit pour le nombre de départs que je fais à l'année, j'ai pas envie de m'acheter des cales, et puis c'est pareil, c'est presque du sur-mesure là qu'il faut pour avoir pile, que ça tombe pile. Oui, il t'en faudrait avec une vis, tu sais, où tu peux gérer la hauteur, parce que je sais pas comment c'est après quand tu vas rouler dans le sud, mais en fonction du kettle shot et de la profondeur de l'ornière au départ, eux ils partent sur des grilles maintenant, donc c'est tout le temps la même chose, mais nous au niveau amateur, dans la plupart des cas on part pas sur des grilles. Non, ouais, c'est ça. Donc, non, moi, je suis pas contre l'idée. Mais déjà, Paulin, il me semble que sur ces dernières années, il partait avec ça là, sur la gamme. Ouais, je sais pas si elles étaient aussi hautes les siennes, cependant. Mais Sewer aussi, il part avec des cales aussi hautes. Il me semble que si. Moi, j'ai vu Paulin avec les pieds sur les repose-pieds, et t'as juste du coup les pointes qui sont posées sur les cales. Mais j'avais pas vu ça sur Digan qui partait avec ça là. Bon, et dernière chose, pour finir, t'en as pensé quoi de ces tenues de prisonnier? Ouais, le petit clin d'œil, moi, je trouve qu'il est. C'est de l'autodérision, ça, pour le coup, tu vois, ce personnage-là. Et est-ce que le design était réussi? Ouais. Ouais, bah oui, parce que d'ailleurs, il y a Mylène qui m'a dit il sort de prison ou. Et sauf qu'elle n'était pas au courant. Elle n'avait pas suivi l'histoire. Non, elle n'avait pas suivi l'histoire. Je dis oui. Oui. Effectivement. Voilà.
Bon, bah écoute, c'est tout pour cet épisode 32. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Attends, il y a un truc là. Il y a une rumeur. Vu que DV suit nos podcasts, j'avais une question à lui poser là quand même. Parce que je viens de voir un petit truc avant d'arriver ici. Ok. Il paraît que David Villemain a intégré le staff des Conan. Ok, c'est-à-dire Qui s'occuperait du coup de l'entraînement physique et moto, que dans un premier temps, là, à partir de maintenant, ça se ferait à distance, et que du coup, il les récupérerait. C'est pour ça qu'il est en France en ce moment ? L'année prochaine, je sais pas, mais qu'il les récupérerait l'année prochaine pour le Supercross. C'est MX2K, la source de ce que je dis, donc c'est pas un truc de pimpin sur Facebook. Ça vient de Facebook, mais c'est MX2K. Et du coup, c'est quoi ta question pour DV ? C'est vrai. Parce qu'ils ont quand même dit sur MX2K, la rumeur veut que David Villemain aurait intégré et il se cachait pas d'ailleurs de mentionner en disant David Villemain qui est taquin envers les frères Conan. Enfin, je pense que t'as écouté comme moi pas le dernier, l'avant-dernier, où il parle justement un peu du GP et qui dit que les Conan c'est un peu du n'importe quoi. Non, j'ai pas été jusqu'au bout. Quand il en parle, c'est vrai qu'il les lynche un peu. Il disait que autant avant Lucas, c'était justement très propre techniquement, etc. Et que là, le passage en 450, c'est devenu assez bourrin et que les garçons roulent un peu comme s'ils avaient plusieurs vies, quoi. Pour réduire après, c'est pareil. Vous pouvez aller écouter les gars. C'est la vrai version que complète. surtout, enfin, Sacha pour le coup, on le voit se mettre des cabanes assez régulièrement et heureusement pour lui, à chaque fois il se relève. J'espère que ça va continuer, mais j'espère surtout qu'il va trouver des solutions pour moins tomber, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, c'était la petite news apparemment et qui sera à suivre dans les prochains jours parce que ce sera intéressant. Bah ouais, clairement. Quand on voit ce qu'il a fait avec Dylan en SXUS, je pense qu'avec les Conan, il y a quand même aussi du potentiel. Ouais, mais tu vois, à la fois, ça m'a fait tourner une page presque. Ouais, tu t'es dit, putain, DV, il a une autre meuf, quoi. Ça y est, c'est fini. Ouais, je me suis dit, Dylan Ferrandis, là, vraiment, on tourne le chapitre à tout jamais. Il n'y aura plus de recall de Ferrandis en disant, bon, DV, vas-y, reviens là, on se refait 2-3 petites saisons. Ouais. Bon, bah écoutez, les gars, c'est tout pour ce Brab Show. Comme je disais, mettez un petit like en bas de la vidéo. N'oubliez pas de nous commenter vos favoris, enfin vos pronostics pour les champions Supercross. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 33, qui sera surtout consacré au Supercross de Philadelphie, là où Tom a fait une course de folie l'année dernière. Donc on espère qu'il va nous refaire la même, car c'est un showdown. Petit face-à-face Est-Ouest, le deuxième de l'année. Et que cette fois-ci, il va le gagner parce qu'il faut ouvrir le compteur. Et on le reste combien là pour l'Est ? Pour l'Est, il en reste pas mal pour l'Est. Il reste 2 showdowns et 4 courses, je crois. Oh ouais, bon. Ouais, je crois que les 6 qui restent, c'est que de l'Est et des showdowns. Non, il y a un Denver qui est de l'Ouest. Donc ça doit être 3 courses et 2 showdowns pour l'Est. Allez, salut!